Pierre Pouget, qui nous fait aussi le plaisir de venir de Paris. Je vais le laisser s'introduire. On va lui mettre le petit timer, comme ça au moins il va pouvoir respecter. Et là, on va aller plutôt chez les primates, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc, Pierre, merci d'être là. Et puis, bonne présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je voulais remercier encore les organisateurs pour m'avoir invité. C'est ma première visite à Nice aussi, donc je suis ravi d'être là. Alors j'avais mis dans le titre dans le laboratoire actuellement aussi, et on travaille aussi chez l'homme, mais je vais plus vous parler d'oculomotricité chez le primate non humain. Alors évidemment, devant une audience telle que vous, je vais aller assez vite sur la présentation des mouvements oculaires, mais pour ceux qui ne sont pas encore convaincus du fait qu'on déplace ses yeux de façon régulière, si vous regardez cette illusion qui a été créée par un Japonais, il y avait peut-être l'illusion de voir une rotation de disques. Or, l'image est stable. Ici, c'est pas haut. Et vous pouvez vous rendre compte que c'est lié à vos mouvements oculaires si vous fixez un point. Normalement, les disques s'arrêtent de tourner. Alors, c'est une illusion que moi, j'aime beaucoup. Je trouve qui est assez illustrative du fait qu'on déplace ses yeux de façon constante. J'en ai une autre qui est, j'allais dire, ma préférée, qui a été créée il y a quelques années par Patrick Kavanagh. Alors, je vais essayer de faire démarrer. Voilà, alors ce que je vais vous demander dans un premier temps, pour ceux qui n'ont jamais vu cette illusion, c'est de décrire le mouvement on va l'appeler la petite balle à droite de l'écran. Et normalement, chacun d'entre vous pourrait décrire un mouvement qui part de bas à droite vers le haut à gauche. Donc je vais le remettre une fois. Alors si ce n'est pas le cas, on pourra rediscuter. Il y a des neurologues dans la salle, mais normalement, ça devrait être ça pour vous tous. Dans un deuxième temps, ce que je vais vous demander, c'est non plus de regarder cette balle, mais c'est de fixer le point noir le plus précisément possible. Et pendant que vous allez fixer ce point noir, vous allez quand même pouvoir percevoir cette balle. Alors on n'est pas dans les conditions idéales, vous êtes loin, l'écran n'est pas forcément formidable. Mais pendant que vous allez fixer ce point noir, vous allez quand même voir la balle un peu en périphérie qui se déplace. Et normalement, alors c'est pareil, normalement vous devriez voir un changement de votre perception. Alors selon vous, selon votre position et puis votre capacité à poursuivre ce point, vous devriez voir la balle verticalement, donc de bas en haut. Quelquefois même, elle peut s'inverser, c'est-à-dire vous pouvez la voir légèrement déviée vers la droite. Alors ça, il y aura peut-être des rendez-vous neuro-ophtalmo après. Non, je plaisante, ça va vraiment être lié à votre capacité de poursuite. Évidemment, j'ai rien changé. On est d'accord que la seule chose qui s'est modifiée là, c'est le fait que vous déplaciez vos mouvements des yeux ou pas. Voilà, donc moi c'est ça en fait qui me passionne dans le labo, et on étudie ça à travers le modèle primate. Alors le menu du jour, j'espère qu'il ne sera pas trop indigeste. Je vais revenir assez brièvement sur quelques points un peu historiques. Les premières, on va parler des mouvements des yeux. Alors, vous êtes sûrement tous spécialistes, mais je vais quand même faire une petite présentation sur le premier point pourquoi on déplace nos yeux, qu'est-ce qui fait qu'on on effectue ces mouvements des yeux. Ensuite, je présenterai, même s'il y a un spécialiste enfin il y a plusieurs spécialistes, mais il y a Eric Castet qui est dans l'audience, qui a beaucoup travaillé sur la stabilité de la vision et la perception transsaccadique, mais je vais revenir un petit peu dessus, sur deux phénomènes qui, moi aussi, je trouve assez illustratifs. Et puis ensuite, je vais présenter en fin de conférence. On va voir, il ne faut pas que je traîne trop parce que je suis un peu bavard. Je vais présenter des nouvelles techniques qu'on utilise actuellement dans le labo, et notamment par l'imagerie ultrasonore, pour étudier les régions corticales qui contrôlent ces mouvements des yeux. Alors juste à titre d'introduction, alors je m'excuse pour les spécialistes, parce qu'ils savent ça évidemment. On déplace nos mouvements, on fait des mouvements des yeux parce que la rétine, donc qui est au fond de l'œil et qui capture les photons issus de la lumière, elle n'est pas uniforme. Et vous savez sûrement qu'il y a une région qui s'appelle la fovea, donc qui est une petite région
de cette rétine qui contient la majorité des cônes et qui va donc être beaucoup plus sensible à cette réception de la lumière. Et comme vous pouvez le voir, c'est une petite région qui représente environ 2 degrés du champ visuel, donc qui est relativement réduite. Et on va donc déplacer ses yeux pour placer ces capteurs. Et on va revoir après, la vision n'est pas simplement évidemment une capture de la lumière, mais pour capter le maximum d'informations. Alors il y a plein de mouvements des yeux différents, je pense qu'on en entendra parler aujourd'hui. Moi je vais principalement parler des saccades, donc des mouvements brusques de l'œil, mais il y a plein de phénomènes très intéressants. Je sais que je crois savoir que là aussi va présenter, elle a beaucoup étudié la vergence. Il y a plein de phénomènes extrêmement, des mouvements différents, des mouvements des yeux, et qui impliquent des régions corticales différentes. Alors on va les regarder tous une à une à travers ce talk. Non, je plaisante bien sûr, mais c'est juste pour dire que c'est pas simple du tout. Ça c'est simplement un schéma qui avait été fait par des productions d'études anatomiques de connectivité par Van Essen il y a quelques années maintenant. Et ce qu'il avait représenté, c'est simplement ici, vous voyez l'entrée, donc ici la rétine, le noyau géniculé, et puis les connexions qui partent de la rétine pour ensuite aller dans les différentes régions corticales qui vont être impliquées à la fois dans la vision et dans le contrôle des mouvements des yeux. Et ce que je vais un peu plus discuter avec vous plus tard, c'est cette région ici, les régions plutôt fronto-médianes. Alors, donc, pourquoi on bouge ses yeux? Alors, je voulais juste faire un petit digressif. Ça va rejoindre après, j'espère, un petit peu ce qui a été présenté juste avant, pour réinstancier le fait que la vision, c'est pas juste une capture des photons. Si notre vision était comme une GoPro, voilà ce qu'on percevrait quand on est en train de faire un trek dans la forêt. Je vais arrêter l'image bientôt, parce que sinon, avec le petit déjeuner, ça va être difficile. Vous voyez que c'est complètement instable et évidemment, c'est pas du tout ce qu'on perçoit, enfin j'espère, sauf dans des cas évidemment pathologiques. Alors comment le cerveau fait pour passer de cette image de GoPro, donc de ces capteurs, à une image stable? Alors c'est pas notre labo qui a travaillé là-dessus, mais je vais revenir sur ces points parce que je trouve qu'ils sont assez intéressants. Alors vous l'avez déjà vu cette image de Yerbus avec ce tableau de l'étranger. Donc c'était les premières études en fait des mouvements oculaires. Donc ce qu'avait fait ce chercheur russe dans les années 50-60, c'est qu'il présentait des images telles que ce tableau, et puis il posait différentes questions aux gens qui exploraient ce tableau, donc ici l'étranger, et puis il leur posait la question, comme ça a été présenté dans le talk d'avant, est-ce que dans le tableau, quel est l'âge des gens qui sont présents, etc., etc. Et puis ce qu'il avait observé, c'était que les mouvements oculaires, comme ça a été très bien présenté juste avant, ils n'étaient pas faits aléatoirement, c'est-à-dire que les gens ils regardent différentes parties du tableau en fonction de la question qui est posée. Alors ça, c'est avec, si on met ensemble ce que je vous ai présenté juste avant, donc là vous avez une image du tableau, mais avec ce que je vous ai présenté sur les contraintes de la rétine, si vous fixez le visage de ce sujet-là, voilà ce que votre capteur, voilà ce que votre rétine va recevoir. Donc, voilà ce que le cerveau va recevoir au moment où vous allez fixer le visage de ce sujet, puis celle-ci, puis celle-ci. Mais on est tous convaincus que ce n'est pas ce qu'on perçoit. À aucun moment, hop, il n'arrive pas à retourner en arrière. Si. À aucun moment, vous n'avez la sensation d'avoir cette succession d'images floues. D'accord ? Vous avez une représentation uniforme et complète du tableau. Alors, comment on passe ? Alors, je ne remets pas la vidéo, sinon on va avoir le mal de mer. Mais comment on passe de ce capteur et de cette image instable à la représentation complète de la vision. Alors, il y a deux phénomènes assez intéressants. Encore une fois, il y a des gens bien plus spécialistes que moi dans l'audience, mais je vais les présenter parce que pour moi, ça a été au cœur en fait, de mon intérêt pour les mouvements des yeux. Le premier phénomène, c'est ce qu'on a appelé, alors il y a eu différentes terminologies, mais on va l'appeler la décharge corollaire, qui fait qu'au moment où vous allez préparer un mouvement des yeux, on verra que ce n'est pas simplement propre au mouvement des yeux, mais il a été décrit qu'en fait, votre cerveau, au moment où vous allez préparer cette action motrice, parce que bouger les yeux, c'est déplacer son corps,
votre cerveau va prédire l'environnement dans lequel il va être situé juste après ce mouvement. Donc il va y avoir une commande, cette commande motrice, donc cette décharge corollaire, qui va, entre guillemets, informer les régions sensorielles de la motricité qui va être produite. Alors bon, ça c'est un peu complexe. Si vous n'êtes pas familier avec ces connectivités, ces programmation et régions oculomotrices, vous pouvez vous dire, bon oui d'accord, ça peut paraître un petit peu abstrait. En fait, vous êtes tous déjà au courant à travers un autre phénomène que j'utilise souvent parce que je trouve qu'il est assez convaincant, c'est celui des chatouilles. Vous avez peut-être déjà remarqué que, alors on est plus ou moins chatouilleux, mais c'est très très difficile, et là encore il faudrait s'adresser au neurologue si ce n'est pas le cas. Normalement, vous ne devriez pas être capable de vous chatouiller vous-même. Si vous essayez, généralement ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça intrigue beaucoup les enfants, hein, parce que vous les chatouillez, puis vous dites, bah, vas-y, chatouille-toi. Bah oui, mais c'est pas rigolo, quoi. Et pourquoi c'est pas rigolo? Parce qu'en fait, votre cerveau, il sait que c'est vous qui vous chatouillez. D'accord? Et comment il sait que c'est vous qui vous chatouillez? Un peu par le même, alors je simplifie un petit peu, mais c'est un peu ça, par le même mécanisme, c'est-à-dire que votre motricité, votre cerveau, quand vous allez vous chatouiller, il sait que c'est vous qui vous chatouillez, d'accord, par cette décharge motrice de la chatouille vers les régions sensorielles, et votre cerveau sait que c'est vous qui vous chatouillez, et donc du coup, c'est pas rigolo. D'accord. Alors, il y a d'autres phénomènes que je trouve assez intéressants. Alors, il y a eu des articles dans Nature il y a quelques années maintenant, où les gens sont intéressés. Alors, vous êtes à Nice, vous pouvez aller en bord de mer assez facilement. Alors, quand j'étais plus jeune, j'allais chercher les petits poulpes sous les gros cailloux. Et c'était assez intriguant du fait que quand vous attrapez un poulpe, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça s'accroche. C'est vraiment très difficile, quoi. Immédiatement, vous avez le bras qui est complètement entouré. Malgré ça, le poulpe, il ne s'accroche pas à ses propres tentacules. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai que vous attrapez un poulpe, il va vous attacher, mais lui, il ne s'attache pas à ses propres tentacules. Alors, comment il fait ça? En fait, c'est c'est partie prenante de la même couplage, c'est-à-dire qu'il sait, le poulpe, que c'est ses tentacules. Et comme c'est ses tentacules, à travers cette décharge corollaire, il sait que c'est lui qui bouge ses tentacules, il sait que c'est sa tentacule, et donc il ne s'accroche pas. Alors ça, c'est pour le poulpe et l'humain à travers les mouvements des yeux. Il ne faut pas croire que c'est... donc ça, on le fait à chaque mouvement oculaire. Hein. Je vais revenir là-dessus. Mais à chaque mouvement oculaire, votre cerveau sait que c'est vous qui allez déplacer vos yeux. Et donc, du coup, il va, entre guillemets, non seulement, je vais revenir là-dessus, prédire ce qui va se passer une fois que les mouvements oculaires seront produits, mais il va aussi pouvoir éliminer ce mouvement un peu affreux qu'on a vu dans la GoPro, c'est-à-dire qu'il va pouvoir couper. D'accord. Dire au système sensoriel, attention, mes yeux vont bouger, ça va être flou, ça va faire comme un blur, d'accord. Et donc il ne faudra pas tenir compte de ce déplacement, d'accord. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de savoir si c'est l'environnement qui bouge ou si c'est vos mouvements des yeux, d'accord. Alors c'est pas propre au système oculomoteur, hein, c'est aussi observé chez le criquet par exemple. Alors c'est pareil, je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais dans le sud vous avez la chance d'avoir pas mal de grillons ou de cigales. Ça fait un bruit vraiment très très impressionnant, et on pourrait s'imaginer que le pauvre grillon, quand il émet ses mouvements de pattes là pour créer du son, pour son système auditif, c'est pas fameux, quoi. C'est-à-dire que c'est plusieurs décibels, et donc ça serait dramatique, ça saturerait tout son système sensoriel. Et donc ce que fait le système nerveux central du grillon, c'est que de la même façon que vous, quand vous allez déplacer vos mouvements des yeux, votre système sensoriel sait que vous allez les déplacer, donc il va pouvoir atténuer quasi exclusivement, mais Eric Castet pourra revenir là-dessus, quasi exclusivement l'apport sensoriel lors de ce déplacement. Et il va pouvoir aussi couper, par cette décharge corollaire, couper complètement l'information auditive afin de permettre au grillon de ne pas saturer complètement son système. Alors je vais tout doucement faire la transition vers le primate. Alors là, c'est un petit marmoset. C'est pareil, c'est des animaux qui vocalisent beaucoup. Et de la même façon que quand il déplace le mouvement des yeux, il atténue l'information visuelle pour ne pas tenir compte de ce déplacement. Eh bien, il va aussi pouvoir, lors de ses vocalisations, ne pas saturer son système auditif, pour pouvoir émettre des vocalises. Et comme il sait que c'est lui qui émet ses vocalises, il va pouvoir continuer à écouter son environnement. Un point qui est important,
et j'aimerais bien, enfin, on en rediscutera après sur les histoires d'anticipation et toutes vraiment les très belles données qui ont été présentées. Cette décharge corollaire, quand on enregistre dans le cerveau, alors que ce soit des primates ou de l'humain, cette décharge corollaire, elle va apparaître environ 200 millisecondes avant le mouvement. Donc avant que vous allez déplacer vos mouvements des yeux, environ 200 millisecondes avant, un petit peu moins, c'est plutôt autour de 120 millisecondes. Ce qu'on va observer, c'est que vous allez avoir cette préparation motrice qui va être envoyée au système sensoriel, d'accord, pour tenir compte du déplacement. Donc avant même que vous ayez déplacé vos mouvements des yeux, le cerveau sait que vous allez les déplacer, d'accord. Et comme il sait que vous allez les déplacer, il sait que ça va devenir flou puisque vous allez déplacer vos mouvements des yeux, vous allez déplacer vos yeux avec une extrême haute vitesse, plusieurs centaines de degrés par seconde. Eh bien, il va informer environ une centaine de millisecondes avant votre cerveau de ce déplacement, de votre propre déplacement. D'accord ? Donc ça, on pourrait appeler ça de l'anticipation, mais c'est de l'anticipation motrice, c'est de l'anticipation du mouvement à produire. Alors la deuxième chose sur laquelle je voudrais juste revenir assez rapidement, c'est donc il y a un premier phénomène. Donc votre cerveau sait que vous allez déplacer vos yeux, et donc comme lors de ce déplacement, la perception va être très perturbée. Il va quasi totalement, même si c'est pas tout à fait total, il va atténuer l'information visuelle. Mais il va y avoir un autre phénomène qui va être, je trouve, extrêmement intéressant. C'est que votre cerveau, comme vous l'avez vu quand vous avez parcouru ce tableau, ou si je vous représente à nouveau ce tableau, vous n'avez pas une perception qui est séquentielle de points avec une grande précision. Vous l'avez vu, vous avez une image qui est uniforme de ce tableau. D'accord, vous ne percevez pas vos déplacements, ça on a vu pourquoi avec la décharge corollaire, mais indépendamment de ça, vous n'avez pas une image séquentielle de forte résolution. Et donc, les gens sont intéressés d'essayer de comprendre en fait, comment se faisait cette espèce de fusion d'informations successives. Alors, comment on passe en fait, d'une vision relativement uniforme à cette succession? Alors, pour ça, je voudrais revenir à... Voilà. Je vais revenir sur un deuxième phénomène qui a été étudié également il y a quelques années par de nombreux groupes, le groupe de Wurtz, mais aussi Mickey Goldberg, Jean-René Duhamel. Enfin bref, il y a eu plusieurs groupes qui ont énormément travaillé sur ce phénomène que je vais décrire pour ceux qui ne sont pas familiers, parce que c'est pareil, puisqu'on a discuté il y a quelques diapos avant sur cette anticipation. Ici, je vais vous demander de vous mettre à la place d'un primate non humain dans un laboratoire. Et ce qu'on va demander à ce primate non humain, c'est de fixer un point sur un écran, d'accord ? Et on va lui présenter un stimuli dans une zone de cet écran, d'accord ? Et ce qu'on va appeler donc, le champ récepteur, donc receptive field en anglais ici, c'est la région du cerveau, d'accord, dans le système visuel. Alors, c'est pas que dans le système visuel, mais il y a du système visuel ou du système pariétal, et on va mapper, donc on va présenter ces stimuli à différentes régions, dans différentes positions, et puis la position pour laquelle ce neurone va décharger, on va l'appeler le champ récepteur. D'accord ? C'est la définition un peu tautologique, c'est-à-dire que on définit champ récepteur, la zone, d'accord, du champ visuel, lorsqu'on place un stimuli qui fait que ce neurone répond. D'accord ? Alors ça, si vous avez sur la droite ici, juste pour la partie haut de la présentation, si vous n'êtes pas familier avec les présentations de données électrophysiologiques, c'est assez simple. En fait, ici, en abscisse, vous avez le temps, d'accord ? Et puis en ordonnée, vous avez le taux de décharge d'accord ? Donc ici, chaque petit point noir, alors c'est tout petit sur l'écran, c'est chaque spike, donc chaque décharge du neurone. Et puis on peut en faire, c'est une sorte de moyenne, d'accord ? Donc on va moyenner cette activité en fréquence de décharge. Et ici, vous voyez que ce neurone, il décharge quand on place le stimuli dans le champ récepteur, d'accord ? Vous allez me dire, oui, puisque c'est comme ça qu'on l'a défini, on a dit que c'était le champ récepteur, c'est-à-dire que c'était la position spatiale qui faisait que ce neurone déchargeait. Là où ça devient intéressant, c'est que maintenant, vous allez demander à ce primate d'effectuer une saccade, donc un mouvement oculaire, ici par exemple vers la droite. D'accord ? Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez imaginer maintenant que ici, là, cette zone, ça va être le champ récepteur après production du mouvement.
d'accord? On est toujours avant l'exécution du mouvement, d'accord? Donc ici, vous avez votre animal qui fixe, vous allez lui demander d'effectuer une saccade, d'accord? Une fois qu'il aura effectué cette saccade, on est d'accord que ce champ récepteur qui se trouvait en haut à gauche du point de fixation, il va se trouver en haut à gauche du nouveau point de fixation, et donc ça sera le nouveau champ récepteur, une fois la saccade effectuée. Ce qu'ont montré ces auteurs, et qui est assez, qui était, je trouve, extrêmement élégant et extrêmement intriguant, c'est que environ, donc ici, vous êtes toujours au moment où le stimuli est présenté avant la saccade, donc pas de réponse quand vous présentez un stimuli ici. Encore une fois, c'est tautologique puisque vous avez défini le champ récepteur comme étant cette zone. Donc ici, ce n'est pas le champ récepteur, d'accord ? En revanche, ce qui se passe, c'est qu'environ 70 millisecondes avant la saccade, donc on est toujours avant l'exécution du mouvement, vous avez ce neurone, ce neurone qui se met à décharger dans le futur champ récepteur. Donc 70 millisecondes avant la production du mouvement, non seulement le cerveau sait que vous allez déplacer vos yeux, et il dit au système sensoriel, attention, ça va bouger, il faudra peut-être éliminer un certain nombre d'informations visuelles qui vont entrer parce que ça va se déplacer, ça va pas être très pertinent pour la perception. Mais non seulement ça, mais ensuite, ce qui va se passer, c'est que 70 millisecondes avant, il va déjà prédire, d'accord, ce qui va se passer une fois la saccade programmée. D'accord ? Donc c'est pas ce que moi j'appelle vraiment, c'est de l'anticipation, mais c'est que le système sensoriel, avant même l'exécution de chaque mouvement, va prédire ce qui va être présent dans le nouveau champ récepteur. Et c'est l'ensemble de cette combinaison de ces deux phénomènes, je simplifie un peu, mais qui va faire que vous avez une perception qui va être unifiée du tableau. Parce que vous allez supprimer les mouvements où l'image bouge sur votre rétine, et en plus vous allez anticiper l'image que vous allez avoir une fois le mouvement effectué. Et l'ensemble de cette combinaison de ces deux facteurs fait que vous avez une perception uniforme du tableau et pas une succession d'images floues telles que pourrait l'avoir une GoPro. Donc l'idée qu'on puisse un jour, par exemple, faire des capteurs ou créer un organoïde avec une vision ou avec une précision extrêmement importante, c'est possible, avec des caméras maintenant qui sont extrêmement performantes, mais il ne faut pas oublier que notre vision, ce n'est pas une somme de capteurs. La vision, c'est vraiment une interaction entre cette motricité, à la fois dans sa préparation et dans son exécution. Voilà. J'ai peut-être enfoncé, je suis désolé si c'était enfoncer des portes ouvertes, mais je voulais revenir sur ces deux phénomènes parce que c'est pour moi, ça a été à la base en fait, de mon grand... de mon amour pour les mouvements oculaires et des bases neurales. Alors, on connaît maintenant, ça c'est juste pour résumer, on connaît les circuits, pas complètement, mais d'où la difficulté éventuellement, si on veut revenir là-dessus, pour avoir une ANR, si on veut travailler là-dessus, parce qu'on peut penser qu'on connaît tout, en fait on ne connaît pas tout encore, mais on connaît quand même globalement les circuits qui vont être impliqués dans ces phénomènes que je vous ai présentés, avec donc ici le cœur, c'est cette copie en fait qui est envoyée vers les zones sensorielles et puis les commandes motrices, parce qu'effectivement on va quand même évidemment déplacer ces mouvements des yeux. Alors voilà, ça c'était pour vous illustrer voilà, pourquoi on bouge nos yeux à travers deux phénomènes. Je simplifie beaucoup, mais on pourra évidemment rediscuter de ça si vous avez des questions. Alors qu'est-ce qu'on fait actuellement dans le labo? Alors, comme je vous ai dit, je vais vous présenter une des études en cours qui utilise les ultrasons pour étudier les bases neurales des mouvements oculaires. Alors si vous n'êtes pas spécialiste de l'imagerie ultrasonore, en très, très rapide, c'est assez simple, vous avez sûrement peut-être vu en plus les ultrasons dans le domaine de l'obstétrie, quand une femme est enceinte, alors ça peut arriver pour les hommes, pas d'être enceinte, mais d'avoir une échographie, ça peut être de la vessie, ou si vous avez un problème au niveau des articulations. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un système qui va envoyer donc à une série de piezo. En fait, donc c'est des petits éléments qui vont recevoir une impulsion électrique. Ils vont transformer cette impulsion électrique en une impulsion sonore. Donc c'est une onde. Cette onde, elle va traverser le tissu, d'accord. Les différents tissus qui sont et zones et matières qui sont dans ce tissu vont créer une réflexion de cette onde, d'accord, comme pourrait le faire une vitre, par exemple. Cette onde, elle va être recapturée par ces senseurs
qui vont retransformer cette onde en signal électrique, et à travers de ce signal électrique, on va pouvoir former une image. Donc ça, c'est les bases du système du fonctionnement du système ultrasonore en imagerie. Alors comment on utilise ça chez le primate? Alors, si vous avez vu des sondes échographiques, c'est relativement gros. Alors, ici, dans le labo, avec le groupe de physiciens d'ultrasons pour la médecine dirigé par Michael Tranter, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on travaille sur essayer d'utiliser ça pour essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau. C'est ici, vous voyez une petite probe, donc ce qu'on appelle une probe, c'est une petite sonde ultrasonore. Vous voyez la taille, ça fait environ 14 mm de large. Voilà, donc c'est des miniatures, c'est comme si vous imaginiez une sonde échographique mais miniature. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la placer sur le crâne de l'animal. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle, nous, une chambre d'enregistrement. Donc c'est un petit cylindre en plastique, pour faire simple, même si ce n'est pas tout à fait ça. On va placer ce petit cylindre sur le crâne de l'animal. Alors l'échographie a un défaut, j'allais dire, principal, c'est qu'elle n'aime pas l'air. D'ailleurs, quand vous faites une échographie, on va passer du gel échographique sur la zone parce que s'il y a de l'air ou même des bulles d'air, le contraste échographique fait que c'est un peu comme si vous imaginiez la propagation d'un son dans une piscine. Le son va se déplacer de façon très différente si vous parlez sous l'eau ou si vous émettez un son sous l'eau versus à la surface. Et donc l'échographie n'aime pas trop l'air. Et l'os en fait est composé, c'est pas un tissu qui est uniforme, il est plein de petites bulles, de petites poches d'air. Et donc on est obligé avec cette technique de faire ce qu'on appelle une craniotomie. Donc on va faire un petit trou dans l'os de l'animal. Évidemment c'est fait sous anesthésie complète. Et puis, une fois que l'os est percé, on peut conserver la craniotomie ouverte, évidemment en refermant de façon stérile après chaque utilisation. Et puis, on va entraîner l'animal à faire différentes tâches, je vais revenir là-dessus. On va placer notre petit sonde échographique, ici, dans cette chambre, et on va pouvoir imager le cerveau, je vais vous montrer. Alors, comment on fait ça d'un point de vue pratico-pratique? Vous voyez ici, donc, nous, on travaille principalement avec des macaques ou des petits singes écureuils. On va les entraîner à venir dans ce qu'on appelle une chaise de transport. Donc on leur apprend à venir s'asseoir en fait, face à un écran. Sur cet écran, on va présenter des stimuli, donc des objets plus ou moins complexes. On va leur apprendre à faire différentes tâches. Je vais revenir là-dessus. Et puis pendant qu'ils font cette tâche, soit on va enregistrer l'activité électrophysiologique, donc on va mettre des électrodes dans le cerveau de ces animaux, comme on peut le faire aussi chez l'homme au bloc opératoire quand ils ont des chirurgies. Et puis on va enregistrer. Et puis en fonction de la tâche, s'ils l'effectuent correctement ou pas, on va leur donner leur jus de fruits préféré. Alors pour certains, c'est du jus de raisin, du jus de pomme, du jus d'orange, voilà. Et donc on les récompense comme ça. Alors ça c'était il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant. Ce qu'on avait fait, on a été assez surpris. Je vais vous montrer. Ce sont les premières images donc échographiques observées chez un macaque éveillé. Juste pour vous présenter, alors la tâche là, a été extrêmement simple, puisque c'est la première étude, on ne savait pas trop ce qu'on allait observer. Il y avait un animal qui était devant un écran, qui devait effectuer rien du tout, donc il était en ce qu'on appelle nous en baseline, donc il n'y avait rien présenté sur l'écran, donc il était libre de faire ce qu'il voulait. Et puis ensuite, on lui présentait une tâche de saccade. Donc c'était ce que devait faire l'animal, c'était aller voir soit la cible qui était présentée, donc c'est extrêmement simple, soit ce qu'on appelle une tâche d'anti-saccade, c'était effectuer un mouvement oculaire dans la direction opposée. Soit il allait voir la cible, soit il allait voir du côté opposé. Ce que vous avez en bas, ici, là, c'est ce qu'on appelle une séquence échographique en B-mode. Bon, bref, la terminologie, c'est pas du tout important, mais ce que vous pouvez remarquer ici, là, c'est une vue coronale du cerveau du singe. Donc ici, vous reconnaissez la commissure interhémisphérique. Donc ici, l'hémisphère droit, ici, l'hémisphère gauche. Ici, vous avez le repli du sillon avec l'antérieur singulaire, la berge dorsale de l'antérieur singulaire. Ici, la berge ventrale. Et nous, une région d'intérêt, c'était la région du supplementary eye field, donc SIF en anglais, qui est une région de contrôle des mouvements oculaires. Donc ici, vous retrouvez cette image, et ce que je vais juste vous présenter, c'est les premières images qu'on avait eues au cours d'un enregistrement. Donc l'animal est en baseline.
Donc ici, alors l'image, j'espère que normalement vous devriez le voir. Ici, vous avez toujours votre B-mode, donc avec les capillaires qui sont présentés en blanc. Et puis vous allez voir les changements d'activité du flux sanguin. Donc ce qu'on va mesurer, c'est le déplacement du sang au cours de ce paradigme. Et ce que je vais vous demander de prêter attention, c'est qu'ici, là, vous allez avoir la position du regard du singe alors qu'il effectue cette tâche, d'accord ? Et vous allez observer les variations du flux sanguin en temps réel. Alors pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce que on utilise tous différentes techniques, enfin pas tous, mais si vous utilisez des techniques soit d'imagerie, soit d'enregistrement de l'activité cérébrale, comme ça vous a été très bien présenté pour la MEG juste avant moi. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en général, c'est des signaux qui sont très très bruités. Donc ce qu'on est obligé de faire, c'est de répéter plusieurs fois, puis en moyenne, et puis on espère qu'en comparant deux conditions, on va pouvoir observer une différence. D'accord ? Là, ce que vous allez voir, c'est l'activité en temps réel, sans moyen-âge et sans aucun filtre. D'accord ? Donc telle qu'elle est de façon brute. D'accord ? Alors, hop, est-ce que ça démarre ? Voilà. Donc c'est un film accéléré. Donc, donc là, ici, vous avez la position du regard du singe. Donc il n'y a rien à l'écran. Donc il fixe au centre, puis il va avoir à droite, à gauche. Et au bout d'une minute, vous allez voir la tâche qui va commencer. Donc ici, vous voyez quand même des petites fluctuations du flux sanguin. Voilà. Et normalement, au bout d'une minute, voilà, la tâche commence. D'accord ? Et donc même sans être, je pense, des grands physiciens du traitement du signal, ce que vous avez pu voir quand même, c'est qu'au bout au démarrage de la tâche, vous avez pu voir cette zone ici, là, donc la zone du supplémentaire high field, où un changement brusque de flux sanguin est apparu. Pourquoi pour nous, c'était quand même assez fort, c'est qu'on voit les variations du flux sanguin essai par essai. Alors ça paraît, si vous n'étudiez pas le cerveau à travers des techniques d'électrophysiologie, c'est assez stupéfiant parce que si on devait avoir des variations comme ça en électrophysiologie, il faudrait qu'en moyenne 10, 15, une vingtaine d'essais pour pouvoir dire que la tâche a commencé ou pas. Là, on le voit essai par essai. La deuxième chose, c'est juste pour renforcer ce point-là, mais si vous faites des études en IRM, vous savez en moyenne, les variations que vous observez quand vous comparez deux conditions, c'est de l'ordre de quelques pourcents. D'accord ? Donc vous allez voir des variations qui vont être de l'ordre de 2, 3, 5% si vous allez être super content, 6%, alors là vous pouvez penser au Nature. Mais c'est des variations qui sont très petites et donc il va falloir moyenner sur énormément d'essais. Et donc si... Hop, c'est juste pour revenir. Ici, là, si vous voyez l'échelle, d'accord, on est à 50. Ça veut dire 50% de variation du flux sanguin. D'accord ? Donc quand vous avez vu ces activités qui se manifestaient dans la zone du supplémentaire high field, on voyait une augmentation de 50% de l'activité. Donc c'est un facteur 10 par rapport à ce qu'on observe classiquement dans l'IRM. Alors ça, c'est simplement pour vous montrer comment on a quantifié ça. Les détails ne sont pas très, très importants. Mais ici, vous avez le signal brut. D'accord ? Donc en rouge, la zone qu'on appelle de baseline. Donc l'animal ne fait rien. Et puis en vert, ici, quand la tâche commence. D'accord ? Ce qu'on fait, c'est assez simple. On fait une transformée de Fourier de ce signal. Donc là, ici, vous avez un signal continu. Ici, vous l'avez en représentation fréquentielle. Vous pouvez observer la pulsatilité cardiaque. D'accord ? Le flux sanguin, oui, il est modulé par la pulsatilité cardiaque, mais vous avez aussi des fréquences plus basses qui vont être liées à l'activité cérébrale. D'accord ? Ici, ce que vous avez à droite, c'est la représentation zoomée en fait, de cette zone ici. En rouge, vous avez la zone de baseline. En vert, vous avez la zone où l'animal commence sa tâche. Et ici, les points rouges, ça représente chaque essai. D'accord ? Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir d'un seul essai, on voit qu'au moment où l'animal commence sa tâche, un seul essai est suffisant pour déterminer dans quelles conditions il est. Alors ça, c'est descriptif, on l'a quantifié. Donc ici, vous avez un zoom à nouveau sur ce passage, donc la ligne de base, et puis hop, la tâche qui commence. Vous pouvez mesurer ces variations de flux sanguin à travers un standard deviation, deux standard deviation, trois standard deviation, pour essayer de déterminer statistiquement quand est-ce que vous pouvez dire, là, l'activité du flux sanguin, elle est plus au niveau de la ligne de base. Et quand on fait ça, on peut faire ça sur la région d'intérêt. Donc je vous ai dit ici, donc là vous avez l'hémisphère droit avec la région d'intérêt qui est la région du supplementary high field ici.
D'accord ? Vous pouvez moyenner, prendre tous les points présents dans cette zone d'intérêt, d'accord ? Donc dans cette région d'intérêt ici. Vous pouvez prendre tous les essais avant que l'animal ne démarre sa tâche, et puis tous les essais à partir de laquelle l'animal a démarré sa tâche. Et ce que vous voyez, c'est que pour quasiment toutes les mesures qu'on a effectuées, on est capable de discriminer, d'accord, si l'animal il est en train de faire la tâche ou s'il n'est pas en train de faire la tâche. Bon, ça, d'accord. Là où c'était vraiment intéressant, c'est que non seulement on peut le faire sur une zone de plusieurs, donc là c'est plusieurs millimètres, mais si on prend un seul pixel, donc là c'est quelques microns de cette région, même avec un seul pixel, on est capable de déterminer si l'animal il est en train de faire cette tâche oculomotrice ou s'il n'est pas en train de faire cette tâche oculomotrice. Et puis évidemment, on ne retrouve pas ça si on prend une zone contrôle. Alors, sur quoi on va aller maintenant ? Moi, j'ai mis ces images parce que, bon, là, ça, c'est pas publié, mais je les trouve tellement jolies que je voulais les partager avec vous. Donc ça, c'était des images qu'on a, comme je vous ai dit, hein, avec de l'imagerie ultra rapide. Sur quoi on se dirige maintenant, c'est faire de la super résolution. Alors, comment on fait de la super résolution ? Pareil, si vous avez déjà passé des échographies, vous savez qu'il existe des produits de contraste échographique. En gros, ce sont des petites bulles de gaz qu'on va faire circuler dans votre système vasculaire. Comme je vous ai dit, l'échographie est sensible. Elle ne va pas émettre le même écho si c'est du gaz ou si c'est du tissu. Et on va compter les bulles, donc ces micro-bulles qui font quelques microns, on va les compter et on va les quantifier à travers le passage dans les différents vaisseaux. Et ce que là, vous avez, c'est à nouveau une image, donc là en super résolution, des deux hémisphères du cerveau du singe, donc hémisphère droit, hémisphère gauche. Et ici, vous avez toutes les microcapillaires qui vont être présents dans cette région. Alors pourquoi c'est intéressant ? On voit mieux, d'accord, on voit mieux les capillaires, c'est très bien, mais on va voir, comme on capture ces bulles, on va pouvoir capturer leur direction et leur vitesse. Et ici, ce que l'on va pouvoir représenter, c'est la direction des vaisseaux sanguins. Donc, vous pouvez par exemple avoir du sang qui va plutôt remonter, plutôt redescendre. Et vous allez pouvoir non seulement identifier où est cette activité cérébrale, mais aussi dans quelle direction se fait le déplacement du flux sanguin. Voilà, et ça, c'est juste un zoom pour vous dire la résolution à laquelle on va vraisemblablement pouvoir avoir dans quelques années. Voilà, alors c'est pas moi qui ai fait tout ce travail, c'est les gens du labo et puis les physiciens avec qui je travaille. Julien Claron, donc, qui était en thèse et qui est maintenant en postdoc et qui va aller travailler dans un labo à Lyon. Alexandre Dizieux, Thomas Defieux et Michael Tanter. Tous les financements que je voulais évidemment. Je mentionne juste aussi que je suis entre guillemets en conflit d'intérêts puisqu'on a créé une start-up il y a maintenant 1 an et demi qui fabrique des systèmes en fait pour mesurer les mouvements oculaires, plutôt en clinique. Voilà. Et puis je vous remercie encore beaucoup. Et puis je suis vraiment très très content d'être là et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Pierre. Alors, j'ai évidemment plein de questions que je vais garder pour moi. Une seule, puisque la coutume... c'est même pas une question, en fait. J'ai trouvé extrêmement intéressant le tableau que vous avez présenté avec la vision focalisée sur donc, le traitement d'information de la FOVEA et puis la reconstruction qu'on en fait de ce qu'il y a tout autour, en fait. On a vraiment une reconstruction du réel. Eh bien, écoute, moi, on a, dans notre expérience, c'est rare, mais on voit des patients qui ont ce qu'on appelle une simultagnosie. Je ne sais pas si vous êtes familier à ce trouble, où on perçoit le monde juste comme à travers une lucarne. Ah oui. Et donc, on voit une chose là où on fixe notre regard, mais on ne voit pas tout le reste. Donc, les patients rapportent bien ça quand ils sont une lésion de la voie dorsale. Nous, on réfléchit encore comme au XXe siècle, mais c'est la voie de la perception du mouvement. Et donc, ça fait écho à ces travaux et ça vient compléter les connaissances beaucoup. Et puis, je vais passer la parole plutôt au public pour voir si vous voulez l'interroger dessus. Oui, merci beaucoup. Et puis merci d'avoir été pédagogue, parce que justement, je trouve qu'il y a peu de chercheurs qui essayent de l'être. Donc ça, on m'entend bien là ? Ouais. Et donc je pense que c'était très bien pour notre auditoire. Puis merci d'avoir cité ce que j'appelle mon histoire intrasaccadique. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler, puisque j'avais prévu qu'on se voit en dehors, sans te le dire d'ailleurs.
Et alors, du coup, bon, je ne vais pas poser plein de questions théoriques, mais il y en a une philosophique. Bon, je n'avais pas conscience que la force de ce signal, enfin, c'est magnifique. Et est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, justement, là, bon, c'est de la méthodo, mais de ne plus avoir besoin d'enlever cette portion de crâne, si le signal est si fort malgré tout ça? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors ça, c'est plus pour les physiciens, mais effectivement, en fait, c'est en cours. Alors il y a plusieurs options. La première, alors vu qu'il y a des gens de spin, je pense qu'ils seront aussi intéressés. Bon, ils travaillent beaucoup chez le bébé. La première option, c'est de faire ça chez l'enfant, parce que il y a les deux fontanelles. Et donc, du coup, on a une fenêtre, j'allais dire, naturelle pour faire l'échographie. Il y a déjà quelques publications qui ont été faites là-dessus. Donc ça, c'est la première option, c'est, j'allais dire, de tricher. Et voilà. La deuxième, c'est chez l'homme, j'allais dire homme-femme, hein, évidemment, mais adulte. Et là, il y a les tempes. Alors, c'est un mode d'entrée qui n'est pas aussi bon que les fontanelles, mais ça commence à être fait. Il y a une publication qui a été faite. On y arrive avec des lentilles diffractantes, donc c'est-à-dire que ça va diffuser le champ beaucoup plus largement, donc c'est un point d'entrée qui est diffracté. Donc ça, c'est les deux options, j'allais dire, on the shelf, quoi. C'est-à-dire qu'on prend la même chose que là, puis on essaye de ruser avec... Et la deuxième option, c'est effectivement de trouver un moyen technique pour pouvoir passer l'os. Quand je discute avec mes copains physiciens, ils pensent que ça va être possible. Non seulement ils pensent que ça va être possible, mais là, il y a un des physiciens qui a obtenu une ERC pour justement ça, en fait, travailler là-dessus, donc c'est-à-dire travailler sur des systèmes qui vont pouvoir passer l'os. Alors, il y a plusieurs techniques, encore une fois, c'est pas moi, je suis pas physicien, mais en gros, on pourrait utiliser des lentilles, par exemple, qui vont pouvoir un peu focaliser, qui vont pouvoir corriger pour les aberrations de l'os, parce qu'en fait, l'os, il va non seulement arrêter le signal, mais il va aussi créer des aberrations, c'est-à-dire que ça va, voilà. Donc, on pourrait corriger par des lentilles. On pourrait utiliser aussi des produits de contraste échographique qui font que le signal est encore plus élevé. Et donc, du coup, même s'il y en a peu qui passent, même s'il n'y en a que 10% qui passent, si le signal est 100 fois plus fort, même s'il y en a 10% de 100 fois plus, c'est assez. Donc oui, les gens travaillent là-dessus et je pense que ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Enfin, faut être optimiste, mais oui, je pense que c'est l'idée parce que il faut, enfin, c'est très bien de pouvoir le faire chez l'animal, mais de pouvoir aussi le faire chez l'humain un jour, et surtout de pouvoir le mettre en comparaison. Donc c'est un des objectifs. Ouais. C'est là-dessus qu'on va travailler. Donc continuer à faire ça, et puis tester chez le singe d'abord des sondes échographiques transcrâniennes. Moi, j'ai une question très naïve. L'échographie, elle mesure quoi exactement? Est-ce qu'elle mesure la circulation des globules rouges? Exactement. C'était la première partie de ce que j'ai montré. Donc, le flux sanguin, c'est les déplacements des globules rouges. Donc, voilà. Par contre, c'est pas du tracking de chaque globule rouge. Donc, c'est vraiment le flux des globules rouges. Exactement. Par contre, quand on fait avec le produit de contraste, là, c'est vraiment les petites bulles. Et donc, du coup, on peut avoir vraiment un aspect. Avec son système de suivi des globules. Okay. C'est ça. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais juste une question concernant... Alors, je ne sais pas si ma question elle est pertinente ou pas, mais tout à l'heure, vous avez évoqué le parallèle avec les chatouilles quand on avait la conscience de la chose. Est-ce que lorsqu'il y a des pathologies, notamment au niveau de la proprioception, les primates ou même les humains sont capables de compenser malgré tout sans avoir conscience où est leur œil en temps réel, enfin, ou que leur cerveau? Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas du tout une question, des questions très très naïves, parce que souvent c'est les questions les plus difficiles. Oui, toute cette décharge corollaire et ce trouble proprioceptif, par exemple, il y a beaucoup de gens, alors je vais sûrement en oublier, mais la première qui me vient en tête, c'est aussi parce que j'ai travaillé avec elle, il y a Thérèse Collins qui a travaillé là-dessus, sur les patients schizophrènes, par exemple. Donc il y a des gens qui ont travaillé sur justement ce trouble, un peu de la représentation du corps ou de la représentation de cette motricité, à travers cette décharge corollaire, qui est quand même un phénomène assez... alors c'est vrai qu'il est assez subtil, il est assez limité dans le temps, mais par contre il est assez robuste et il est présent à chaque mouvement des yeux. Donc étudier par exemple comment se fait ou comment est perturbée cette décharge corollaire dans certaines pathologies, il y a eu pas mal de littérature là-dessus, et sur ces phénomènes de compensation. Ouais. Moi, je ne suis pas du domaine, donc ma question est très bête aussi, c'est pourquoi vous utilisez les ultrasons par rapport à d'autres techniques qui pourraient également mesurer le flux sanguin? Alors, comme quelle technique, par exemple? Oui, alors, en fait, il y a deux raisons principales. Alors, j'ai pas de diapo là, mais on pourra en discuter, je pourrais vous montrer. En fait, nous, l'idée du labo, c'était
Enfin, c'est pas moi, je suis pas dans un labo méthodologique, quoi. Enfin, c'est pour comprendre comment fonctionne le cerveau dans des tâches cognitives complexes. Je trouvais que c'était intéressant et pertinent parce qu'on peut le coupler avec d'autres techniques. Par exemple, bon, il y a des gens qui étudient l'IRM. Bon, alors mettre un singe dans l'IRM, lui apprendre une tâche, c'est quand même très très compliqué. C'est très lourd et fastidieux. Le signal sur bruit, comme je l'ai dit, il est pas énorme. Et surtout, si on veut le combiner avec moi, mon intérêt, c'est de comprendre ce que font les neurones, parce que le flux en mesure ou le BOLD, c'est quand même une mesure assez indirecte. Moi, c'est de comprendre ce que font les neurones. Mettre une électrode dans une IRM, alors il y a un grec fameux qui travaillait en Allemagne, Nikos Logothetis, qui a fait ça. Il est quasiment le seul à l'avoir fait. C'est affreux, quoi, parce que évidemment le champ magnétique est extrêmement fort, donc les signaux électriques sont quasi impossibles à enregistrer. Enfin, il l'a fait, c'est un tour de force. Personne ne l'a refait, donc bon, c'est pas voilà. Et donc nous, notre idée, c'était de se dire, on va pouvoir peut-être avec cette technique, pouvoir la combiner avec d'autres techniques, les EEG par exemple, ou même l'électrophysiologie d'enregistrement de neurones, pour ensuite pouvoir passer toujours pareil, le parallèle à l'homme, et pouvoir se dire, si on observe ça chez l'homme, en EEG par exemple, de façon non invasive, qu'on observe ça chez le singe. Mais chez le singe, on va pouvoir étudier les bases neuronales, on pourra faire un transfert plus facile. Et je ne le montre pas là, mais on va soumettre un article là où en fait on a enregistré les deux simultanément. Donc on a enregistré le flux sanguin et un neurone dans la zone activée pour voir un petit peu les relations et ce couplage neurovasculaire. C'est pas extrêmement simple, mais c'est 1000 fois, 2000 fois plus simple que de le faire dans l'IRM. Et donc on a pu le faire et du coup on espère que ça va donner une combinaison d'outils qui vont nous permettre de comprendre un peu mieux à la fois les réponses BOLD, les réponses vasculaires qu'on peut étudier chez l'homme et les réponses électrophysiologiques qu'on peut faire plus facilement quand même sur le singe. Merci pour ce très intéressant exposé. On sait que les saccades, ce n'est pas du tout quelque chose d'aléatoire. On a vu ça dans l'exposé précédent. On a vu en particulier qu'il a focalisé beaucoup sur les pieds. Mais la façon dont vous présentez ça, plusieurs fois vous avez dit le cerveau sait, le cerveau va envoyer une vague. Mais on peut avoir, on a l'impression donc que c'est une espèce de Deus ex machina qui connaît déjà la réponse avant que l'image arrive. On peut aussi avoir une vision plus mécanistique et se dire que non, il y a un substrat neuronal à ça. Donc il y a des neurones qui envoient ou des zones qui envoient des potentiels d'action vers d'autres zones. Et donc ma question, c'est est-ce qu'on connaît quel est le substrat neuronal qui permet d'envoyer une information du champ récepteur correspondant au premier visage vers la zone correspondant au deuxième? Et d'autre part, est-ce qu'on connaît aussi quel est le substrat neuronal de la suppression saccadique? Oui, alors les deux questions. Donc évidemment, moi ce qui m'intéresse, c'est le substrat neuronal de la préparation de ces mouvements. Alors pour répondre plus directement à votre question, oui, on sait relativement bien comment on va passer de cette carte visuelle, donc avec des visages, des objets, etc., à la programmation des différentes de saccades. Donc par exemple, il va y avoir une région du cortex visuel qui n'est pas primaire, mais qu'on va appeler V4. Donc c'est une région un peu élevée dans le cortex visuel qui va représenter par exemple les stimuli complexes, les couleurs, les objets. Et cette région va communiquer, alors je schématise parce que c'est des boucles et il y a plein de régions, mais qui va communiquer avec le cortex pariétal et le cortex frontal comme la région du frontal à fil, qui elle va intégrer cette information que V4 va envoyer en disant voilà, là il y a une balle rouge, c'est intéressant, ça serait bien d'aller la voir. Le frontal field va utiliser cette information pour programmer une saccade vers cette balle rouge. Ce qu'on ne sait pas bien, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais ce qui est compliqué, c'est que V4, donc cette région de carte, elle n'a pas de l'information sur le mouvement, où est-ce qu'il faut produire le mouvement. Elle va juste dire là, il y a ce qui est intéressant. Frontal field, lui, il ne va pas être intrinsèquement sensible à la couleur. Donc il ne va pas pouvoir, lui, identifier cette balle rouge. D'accord ? Donc il y a deux régions qui doivent communiquer ensemble. Une qui va dire je vais faire ce mouvement dans cette région, et l'autre qui dit c'est là que c'est intéressant. Et ce qui reste encore vraiment à établir, c'est comment ces deux régions communiquent pour faire que ces deux informations soient partagées. Pour ce qui est de la suppression saccadique, alors là, il y a un spécialiste ici, donc je ne ferai pas l'affront je le laisserai. Mais oui, on sait les régions qui sont impliquées, à la fois justement ces régions de programmation du mouvement, que ce soit le frontal field ou le cortex pariétal, et puis les régions
et les régions du cortex visuel qui vont recevoir cette modulation. Oui, ça, j'aime pas dire on connaît parce que c'est tellement complexe, mais on a quand même les grands circuits d'interaction pour expliquer cette suppression saccadique. Ça a été beaucoup étudié. Bonjour. Autre question très certainement naïve, en lien avec des pathologies de la rétine qui impliquent ces fameuses cellules qui captent les photons et qui impliquent aussi des problèmes de flux sanguin type œdème et compagnie. Est-ce que vous savez si on peut utiliser l'oculomotricité pour essayer de réactiver peut-être ces fameux flux sanguins et ralentir une forme de dégénérescence des cellules cônes et bâtonnets, par exemple. D'accord. Alors, juste, c'était il y a quelques mois, mais pour répondre à votre question, c'est déjà, je ne sais pas si ça va répondre très directement, mais des gens font de l'échographie de la rétine. Donc, ils observent aussi ces variations de flux sanguin dans la rétine. Donc, c'est des gens, notamment à l'Institut de la Vision, avec le groupe de Serge Picot. Donc, on peut voir ces variations de flux sanguin. Il y a quelque chose qui est intriguant au niveau de la rétine, c'est qu'en fait, je vous ai présenté le fond de l'œil avec la région de la fovea. En fait, il n'y a pas de gros vaisseaux sanguins dans cette région. Pour une raison assez simple, ils sont autour en fait. Donc il y a la région de la fovea et les vaisseaux sanguins l'entourent. Alors moi, je suis pas un spécialiste de la vision, mais et quand j'en ai discuté avec ses collègues, ils m'ont dit oui, parce que sinon ça créerait une ombre. Le vaisseau sanguin, il arrêterait les photons et donc du coup, derrière, cette zone qui est pertinente, elle serait. Il y a même des gens qui ont étudié la représentation de ces ombres dans le cortex. Donc les gros vaisseaux sanguins qu'on voit sur la rétine, ils sont représentés, donc on voit leur ombre et leur activité réduite dans le cortex visuel. Maintenant, ce qui est de savoir si on pourrait, à travers les mouvements oculaires. Alors, votre question, c'était est-ce que ça peut remédier, est-ce que ça peut, je sais pas. Nous, ce qu'on a plutôt, en collaboration avec des gens de l'Institut de la Vision, on était plutôt partis sur des neuroprothèses. Donc, le fait d'implanter des mini capteurs en fait, mais électriques, pour pouvoir restimuler ces zones qui sont absentes. Et de voir comment c'était transféré après en termes de qualité pour pouvoir produire un mouvement oculaire. Est-ce qu'à travers les mouvements oculaires, on pourrait stimuler ou améliorer je ne sais pas du tout. Mais oui, on peut en discuter. Pour essayer de comprendre ces mécanismes un peu. Honnêtement, on n'est pas du tout parti sur ce type d'élaboration, mais je serais vraiment, on pourra en discuter, c'est intéressant. D'une manière générale, est-ce que stimuler le système visuel peut ralentir les neurodégénérescences ? Je pense que oui, probablement, comme tout enrichissement de l'environnement. Est-ce que ça passe par la revascularisation ou ça, je sais pas. Et encore une fois, que quand on stimule les neurones, on fabrique du BDNF qui va favoriser la vascularisation aussi. Donc, au niveau cortical, je pense que oui. Au niveau de la rétine, encore une fois, il y a des spécificités du réseau qui sont un peu particuliers. Donc ça, je ne sais pas. Et puis du coup, le transfert visiblement de flux sanguin se fait plutôt par le derme en fait. Enfin, c'est pas fait vraiment par les vaisseaux, c'est plus par le tissu. Donc je ne sais pas si c'est pertinent. Mais au niveau cortical, oui, ça c'est sûr. On le voit au niveau des strokes. Enfin, oui. Très bien. Merci beaucoup. Je trouve que c'était vraiment très didactique. Merci à vous.